Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge de l'arthrose trapézo-métacarpienne. La présentation a été réalisée par le docteur Charles Derouy, sous la direction du docteur Pelé et du docteur Pincin. Concernant l'incidence de l'arthrose trapézo-métacarpienne, il s'agit d'une pathologie fréquente qui concerne 20% des femmes. Elle touche 9 femmes pour un homme. La rhizarthrose est souvent bilatérale et atteint les femmes dans 90% des cas entre 50 et 60 ans. L'articulation trapézo-métacarpienne a été décrite comme une articulation en selle. En fait, son organisation est complexe car il n'y a pas de parfaite congruence entre les deux surfaces articulaires en raison de différences de courbure. La surface inférieure du trapèze est convexe d'avant en arrière et concave transversalement, et inversement pour la base métacarpienne. C'est une des articulations les plus sollicitées de la main. Elle est impliquée dans les mouvements de flexion, extension, abduction, adduction et opposition du pouce. À la manière du pivot d'un pylône, la stabilité est assurée par un solide appareil ligamentaire entre le premier et le deuxième métacarpien et le trapèze. L'essentiel de la stabilisation trapézo-métacarpienne revient à 4 ligaments. Le ligament antérieur oblique superficiel et profond, le ligament postérieur oblique, le ligament intermétacarpien et le ligament postérieur oblique de Kallman. La musculature intrinsèque et extrinsèque composée de 8 muscles contribue à la parfaite mobilité et stabilité du pouce. En position d'opposition, le muscle court abducteur et le muscle opposant du pouce ont un rôle stabilisateur, alors que le muscle long abducteur du pouce a une action subluxante. Dans la grande majorité des cas, la rhizarthrose est due à des facteurs biomécaniques. Premièrement, l'articulation trapézo-métacarpienne est naturellement instable. Le contact osseux de cette articulation biconcavo-convexe est limité. Lorsque l'articulation est centrée, la surface de contact est faible, ce qui augmente les contraintes. Deuxièmement, elle est soumise à des contraintes considérables en compression. Une force au niveau de la pince pollicis-digitale se traduit par une contrainte majeure au niveau de l'articulation trapézo-métacarpienne. Troisièmement, cette contrainte exercée à la base du premier métacarpien a une tendance à la subluxation dorsale. Il n'existe aucune structure capsulo-ligamentaire dorsoradiale suffisante pour s'y opposer et le muscle long abducteur du pouce a lui aussi une action subluxante. On comprend que les contraintes exercées au niveau du trapèze sont importantes. Lorsque le processus dégénératif débute, son extension est inexorable car il s'accompagne d'une dégradation de l'appareil ligamentaire. L'instabilité de l'articulation trapézo-métacarpienne va provoquer sur une période de 7 à 10 ans une déformation sévère du pouce dite pouce en M ou pouce adductus. Au début, la subluxation dorsale et radiale du premier métacarpien crée une marche d'escalier. C'est ce qu'on appelle le signe de Forestier. La douleur et la déformation articulaire limitent les amplitudes de l'articulation trapézo-métacarpienne et un phénomène de compensation s'instaure avec le développement progressif d'une hyperextension de l'articulation métacarpophalangienne. La première commissure se ferme sous l'effet des rétractions musculo-aponevrotiques, le premier métacarpien devient parallèle au second. Enfin, l'interphalangienne du pouce se fléchit pour préserver la pince fine. L'arthrose trapézo-métacarpienne est rarement isolée. Une étude radiographique a montré dans 48% des cas la présence d'une arthrose scaphotrapézienne et dans 35% des cas la présence d'une arthrose trapézo-trapézoïdienne. Il est important de savoir différencier par l'examen clinique l'arthrose STT et TM. Dans l'arthrose STT, il existe une douleur lors de la palpation de la tabatière anatomique, 1 cm plus proximale que les douleurs d'arthrose trapézo-métacarpienne et une douleur élective lors de l'inclinaison radiale en actif et en passif. On retrouve également une douleur lors de la palpation du tendon du fléchisseur radial du carpe situé dans la gouttière du trapèze. Cette douleur est liée à la tendinite du fléchisseur radial du carpe à cause des ostéophytes situés à la face médiale du trapèze. Il convient de prendre en compte la biomécanique de l'articulation scaphoïdo-trapézoïdo-trapézienne dans le choix thérapeutique. En effet, c'est sur le trapèze qu'oscille d'avant en arrière la facette articulaire inféro-externe du scaphoïde. On comprend que cette fonction implique une parfaite intégrité de l'appareil ligamentaire du scaphoïde. La trapézectomie totale va changer la cinématique du scaphoïde et il convient avant de faire ce choix chirurgical de s'assurer que le ligament scapholulaire est intact, sous peine, dans le cas contraire, de développer une instabilité sévère du carpe restant. L'arthrose STT isolée est rare. Lorsqu'elle est diagnostiquée, il faut penser à la chondrocalcinose. À la radio, on peut observer la calcification du ligament triangulaire du carpe, caractéristique de cette maladie. 3 éléments sont à considérer dans l'évaluation de la rhizarthrose. Tout d'abord, le retentissement clinique avec notamment la gêne fonctionnelle et la douleur. Le bilan radiologique est également important. Il faut savoir qu'il n'existe pas de lien entre l'importance de l'arthrose à la radio et le retentissement clinique. Le bilan radio nous permet de mesurer la hauteur du trapèze
paramètre important avant la mise en place d'une prothèse. En effet, si la hauteur du trapèze est inférieure à 9 mm, il sera difficile d'y implanter une cupule. Enfin, comme nous l'avons vu précédemment, la présence d'une arthrose STT peut modifier la prise en charge. Deux tests diagnostiques peuvent être utilisés. Le grind test est démonstratif de l'atteinte articulaire en produisant un crépitement lorsque le pouce subit une compression axiale accompagnée d'une circonduction. Le test de compression de la base du métacarpien rapporté par Glickel est également significatif. Il consiste à mettre en extension la tête du premier métacarpien en le saisissant entre le pouce et l'index et avec l'autre pouce à appliquer une pression dorsale à sa base. Cette tentative de réduction de la subluxation dorsale et la mise en contrainte de l'articulation trapézo-métacarpienne sont particulièrement douloureuses dans les stades avancés. La radiographie est l'examen indispensable pour le diagnostic. Il est prudent de radiographier le poignet de face et de profil en ajoutant un poignet de face en supination à point fermé. Le but de ces incidences est de rechercher une instabilité du poignet qui pourrait se décompenser après la réalisation de la trapézectomie. Carpentier a contribué par ses travaux à codifier le bilan radiographique de l'articulation trapézo-métacarpienne à l'aide de 6 incidences. Il convient d'insister sur la réalisation du cliché de profil en position neutre, qui est le seul moyen de déterminer le stade évolutif de la rhizarthrose selon la classification d'Eaton et qui sera réalisé par l'opérateur lors d'une pose de prothèse. Il se réalise le pouce dans l'axe du radius, la main en pronation à 30 degrés par rapport à la plaque, le rayon centré sur la métacarpophalangienne. Le cliché de face s'effectue le pouce dans l'axe du radius, le bord cubital de la main dans l'axe de la plaque avec une pronation de 15 degrés et une extension de 15 degrés du poignet. La surface de l'ongle est parallèle à la plaque, le rayon centré sur la métacarpophalangienne est incliné de 30 degrés par rapport à la verticale. Passons maintenant aux caractéristiques radiologiques de l'arthrose trapézo-métacarpienne. Le premier signe est le pincement de l'interligne articulaire. À un stade plus évolué, des ostéophytes apparaissent et une subluxation du premier métacarpien peut survenir. Enfin, des géodes sous-chondrales peuvent être observées. Concernant les classifications de l'arthrose trapézo-métacarpienne, la plus populaire et la plus utilisée est celle en 4 stades d'Eaton-Littler en 1973. Cette classification est fondée sur une vraie radiographie de profil du pouce centrée sur le trapèze et montrant les sésamoïdes superposés. Au stade 1, la surface articulaire est normale. L'espace articulaire peut être un peu élargi par la présence d'un épanchement articulaire. Au stade 2, il y a un petit pincement articulaire trapézo-métacarpien, mais les contours articulaires sont conservés. Les ostéophytes ont une taille inférieure à 2 mm. L'usure articulaire est donc modérée et il n'y a pas d'arthrose scaphoïdo-trapézienne. Le stade 3 se caractérise par une destruction articulaire trapézo-métacarpienne importante avec présence d'une sclérose osseuse et de kystes intraosseux. Les ostéophytes ont une taille supérieure à 2 mm. L'articulation scaphoïdo-trapézienne est épargnée. Au stade 4, les deux surfaces articulaires trapézo-métacarpienne et scaphoïdo-trapézienne sont atteintes. En 1978, Dell décrit une classification en 4 stades. Au stade 1, il existe un pincement articulaire. Au stade 2, s'ajoute au pincement des ostéophytes et une subluxation inférieure au tiers de la surface articulaire. Au stade 3, la subluxation devient supérieure au tiers de la surface articulaire. Lors du stade 4, s'ajoutent des géodes et une ankylose de l'articulation. Pour l'arthrose STT, on utilise la classification de Crosby décrite en 1978, que celle-ci soit isolée ou concomitante à l'arthrose TM. Au stade 0, l'interligne STT est normale. Au stade 1, on note une diminution de moitié de l'espace articulaire normal. Lors du stade 2, l'espace articulaire est à peine visible. Pour finir, le stade 3 se caractérise par la présence d'érosion, sclérose et irrégularité de l'interligne. Passons maintenant à la prise en charge de l'arthrose trapézo-métacarpienne. En première intention, un traitement médical sera toujours indiqué. Le traitement de la rhizarthrose a été codifié dans des recommandations européennes en 2007. L'objectif est de retrouver l'indolence, de prévenir l'évolution des déformations et de maintenir la fonction du pouce. Toujours indiqué au départ de la symptomatologie, il permet d'améliorer la qualité de vie et la fonction globale des patients en apportant une diminution des douleurs. Et il consiste en la mise au repos de l'articulation. On peut utiliser des antalgiques de palier 1 et 2 et des anti-inflammatoires. Les orthèses de repos la nuit et de fonction le jour permettent de diminuer les douleurs et préviennent l'évolution des déformations. Associées aux orthèses, des infiltrations intra-articulaires de corticoïdes retard peuvent être proposées. Toutefois, les études présentent des résultats contradictoires quant à l'amélioration de la fonction ou des douleurs.
Si la prise en charge médicale devient insuffisante au bout de 6 mois à 1 an de traitement médical, une prise en charge chirurgicale peut être proposée en fonction du stade radiographique d'Eaton-Littler. Dans les stades 1, on peut proposer une ligamentoplastie de Eaton-Littler si l'articulation est instable. Pour les stades 2, 3 et 4, plusieurs options chirurgicales sont possibles. Elles dépendent surtout de l'âge du patient. Pour les patients de plus de 60 ans avec une faible demande fonctionnelle et ne travaillant pas en force, on peut proposer une trapézectomie qui peut être associée à une suspensioplastie ou à un comblement. Une alternative à la trapézectomie est la prothèse trapézométacarpienne. Elle gagne en popularité et est de plus en plus utilisée de nos jours. Les patients avec prothèse trapézométacarpienne récupèrent plus de force qu'après trapézectomie. Chez les patients jeunes, on essaye de gagner du temps avec le traitement médical pour repousser au maximum la mise en place d'une prothèse qui a une durée de vie de 15 ans. Une alternative consiste à implanter un implant en pyrocardant. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère car lorsque l'on met un implant, cela modifie les surfaces articulaires et complique la mise en place future d'une prothèse. Pour l'arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, la clinique prime. Il existe un dogme qui interdit la prothèse trapézo-métacarpienne face à une arthrose péritrapézienne. Il existe une tendance à la remise en question car aucune étude puissante et bien menée n'est en faveur de cette idée. Si la symptomatologie STT prédomine, on peut proposer un pyrocardant STT. Par contre, s'il existe une arthrose STT mais la symptomatologie trapézométacarpienne prédomine, on peut discuter la mise en place d'une prothèse trapézométacarpienne. Enfin, chez les patients âgés avec faible demande fonctionnelle, on peut avoir recours à la trapézectomie, plus ou moins associée à la suspensioplastie ou le comblement. Les prothèses gagnent en popularité par la rapidité des résultats et du confort apporté aux patients. Elles offrent une récupération fonctionnelle dans un délai plus court que la trapézectomie, avec une reprise de fonction à partir de 3 semaines et un résultat obtenu en 2 à 3 mois. Le taux de survie est excellent, avec 96% à 6 ans. 3 complications sont importantes à retenir dans les prothèses trapézométacarpiennes. La première, qui arrive dans 16% des cas, est la tendinopathie par surtension du long abducteur et court extenseur du pouce. La deuxième est la luxation prothétique. Elle survient dans environ 5% des cas. La troisième complication est le descellement de la cupule implantée dans le trapèze. Elle survient dans 2,6% des cas. 3 informations sont à retenir dans l'arthrose trapézométacarpienne. La classification d'Eaton-Littler qui guide le traitement chirurgical. La radiographie qui fait le diagnostic avec les incidences de Kaplan-J. Enfin, le traitement qui est toujours médical dans un premier temps, puis les différentes possibilités chirurgicales.